Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous accueillir à cette nouvelle webconférence organisée par Solimoud Mutuelle de France. Avant de démarrer, mais vous en avez l'habitude, quelques conseils techniques. Nous vous demandons de bien vouloir couper vos micros pour plus de confort dans l'intervention. Tout au long de l'événement, vous aurez la possibilité de poser vos questions dans le fil de discussion. Bien évidemment, cette webconférence est enregistrée et relayée en direct sur Facebook. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez la voir et la revoir, et y compris la relayer auprès de vos proches. Donc, ainsi, en ce mois de novembre, nous avons pensé à vous, messieurs. Après Octobre Rose, la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein, nous nous sommes intéressés ce matin, et nous allons nous intéresser ce matin, au cancer masculin. Comme vous le savez, le mois de novembre est le mois de Movember, la moustache. Et ce mois est le mois de la sensibilisation au cancer et à la prévention des cancers masculins. Quand on parle de cancer masculin, on parle de cancer de la prostate et cancer du testicule. Alors pourquoi Solimoud, ce matin, a choisi de traiter ce sujet ? Car les cancers touchant spécifiquement les hommes pâtissent encore aujourd'hui d'un déficit de médiatisation, d'information et de vulgarisation. Et c'est pour cette raison, et parce qu'il représente aussi un problème de santé majeur en France, que nous avons fait le choix de donner la parole aux hommes pour parler de la santé des hommes. À ce titre, nous recevons ce matin M. Siatek, ambassadeur de l'association Sérum, pour parler de ces sujets encore tabous, difficiles à aborder pour les hommes, qui touchent à l'intime, à la performance et à la virilité. Bonjour Monsieur Siatek, nous sommes ravis de vous accueillir. Merci, moi Avant aussi. de commencer, on va vous demander de vous présenter et de présenter l'association que vous représentez. Je vous remercie en tout cas pour cette invitation et bonjour à tous les participants qui sont avec nous et qui pourront bien entendu s'exprimer, poser leurs questions. Il n'y a aucune question taboue. En fait, je suis Christophe Siatek, je suis un bénévole de l'association, principalement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et Drôme-Ardèche, sur le secteur où j'ai élu domicile, et je fais des prestations de sensibilisation et des actions de communication sur ma région, et je participe à une écoute sur le cancer de la prostate et cancer du testicule aussi. J'en reviendrai sur ces sujets vers la fin de l'exposé. L'association est à but non lucratif, bien évidemment. Elle a été fondée par un des membres éminents, professeur oncologue, le professeur Fizazi, à l'Institut Gustave Roussy, qui est un des meilleurs centres mondiaux sur le cancer. Et donc, il a constaté que les hommes étaient très silencieux. Donc, on a fait un lien intergénérationnel sur le testicule qui touche une population plus jeune et le cancer de la prostate qui touche une population un peu plus âgée pour sensibiliser, informer, aider, ne pas rester isolé. Tels sont les objectifs de cette association. Nous avons réalisé pour cela des pièces de théâtre, des films, alors vidéo pour le jeune public, et les pièces de théâtre, par exemple, ont lieu actuellement à Paris avec la pièce qui s'appelle Radical et qui est jouée jusqu'au 3 décembre, et le 29 novembre, à Lyon, se jouera une pièce qui s'appelle 66 jours et qui partage une expérience de façon assez ironique sur le cancer du testicule. Bien entendu, nous travaillons en collaboration avec des laboratoires, des sociétés savantes et des personnes du milieu médical, car notre écoute nous permet d'avoir une autre version que les professionnels n'ont pas nécessairement. Et pour nous, c'est novembre toute l'année, mais novembre est vraiment très fort pour nous sur cette période de ce mois-ci. Mais en effet, pour nous, on est constamment à la disposition de notre public. Je ne vous entends plus, Corinne. Pardon, excusez-moi. Donc, quand on parle de cancer masculin, de quoi parle-t-on, Monsieur Siatek ? Qui sont les personnes atteintes ? Alors, les personnes atteintes, en effet, sont des personnes jeunes concernant le cancer du testicule, et c'est beaucoup trop jeune. C'est véritablement une attaque sur la virilité et la masculinité. Et dans ce cas-là, l'opération s'appelle l'orchidectomie, et en effet, c'est une ablation du testicule concerné. Et sur le cancer de la prostate, on a affaire à une population plus âgée qui, malgré l'expérience de l'existence,
a plutôt tendance à s'isoler. Cela touche en effet les parties intimes, mais ne concerne pas les parties intimes. Et en effet, il est important d'avoir ce dépistage et pour pouvoir prévenir ce cancer de la prostate. C'est tabou et quand on l'a, en effet, les hommes sont très taiseux. Donc c'est la raison pour laquelle on a besoin de sensibiliser les hommes et déjà même parfois par commencer à leur dire où est la prostate. Il y a un petit souci dans le décalage des slides. D'accord. Je comprends mieux. Ouais. Donc, et quels symptômes peuvent alerter et motiver du coup une consultation sur la prostate? Alors en effet, on est très choqué et autant on comprend sur un cancer du sein qu'une palpation permet de détecter une grosseur, permet d'avoir quelque chose qui nous permette à nous-mêmes, comme en allant consulter, d'avoir un verdict qui se fait après avec de l'imagerie. En ce qui concerne le cancer de la prostate, nous sommes dans le vide total. C'est-à-dire que nous n'avons aucun signe qui permette de dire que le cancer de la prostate est là. Nous avons des examens sanguins, bien entendu, qui existent. Nous avons même un toucher rectal qui est là pour ça aussi. Mais nous ne percevons pas le cancer de la prostate nécessairement par des signes. Par contre, on arrive à cet âge où le cancer de la prostate peut se développer concomitamment à des troubles sexuels et à des troubles urinaires. Donc souvent, on fait un amalgame en disant que les troubles urinaires ou les troubles sexuels sont liés à une sorte de préparation au cancer de la prostate, ce qui n'est pas le cas. Juste, Monsieur Siatek, ça défile pas bien sur la présentation. Oui, voilà. D'accord, oui. Donc, je voulais y venir par rapport à la géographie pour dire que, en effet, le cancer de la prostate, d'abord géographiquement, ça n'est pas un faible impact. La méconnaissance de la prostate chez l'homme n'amène pas à cette surveillance. Et donc, à partir de là, fait que dans cette ignorance, on voit bien que là, dans cette carte qui est issue de l'Organisation mondiale de la santé, on voit en trait foncé, c'est le nombre de cas de cancer de la prostate détectés dans le pays, comme on avait fait à l'époque du Covid, où on avait le nombre de cas pour 100 000 habitants. Et bien là, on s'aperçoit que pour 100 000 habitants, nos pays occidentaux sont bien entendu largement touchés par cet impact. Et on voit bien des pays où l'on ne détecte pas. Et de l'autre côté, on s'aperçoit que, si en effet ça veut bien passer à l'image suivante, c'est ça qui me gêne, je vais essayer de remonter ou de redescendre, j'ai un blocage de ce côté-là. Je vous prie de m'en excuser. Je vais faire un échappe, et il ne veut pas un échappe. Donc, je suis désolé, mais en fait, dans la diapositive suivante que j'aurais bien voulu vous présenter. Je vais essayer, moi, de prendre la main et… éventuellement, si vous le pouvez de votre côté. Oui, je vais essayer de le faire. Et donc, en fait, on a ce qui est foncé sur la carte suivante, ce qui est foncé devient clair, c'est-à-dire que c'est le taux de mortalité pour 100 000 habitants. Et on se rend compte que dans les pays occidentaux où l'on détecte fortement le cancer de la prostate, globalement, on le soigne. Et à partir de là, on a peu de mortalité liée au cancer de la prostate, mais liée à d'autres maladies, bien entendu, parce qu'il peut y avoir des comorbidités. Mais en tout cas, le cancer de la prostate n'est pas tueur dans les pays occidentaux, mais il est par contre plus tueur dans les pays où il n'y a pas de soins prévus et que sa détection étant d'autant plus rarissime, et bien forcément, dans les zones claires que vous pouvez voir sur cette carte, et bien, elles deviennent foncées au niveau de la mortalité. En fait, il faut bien comprendre qu'en France, comme je connais mes diapositives, je vais continuer comme si elles existaient. Mais donc, on sait que l'âge moyen, pour pouvoir… Voilà, ça c'est la diapositive relative à la mortalité. Donc là, on voit bien que c'est complètement l'inverse. Et ce qui était clair devient foncé, et ce qui était foncé devient clair. Et à partir de là, on voit très bien que pour 100 000 habitants, eh bien, en effet, le cancer de la prostate peut être tueur. Donc, il faut s'en occuper. C'est quelque chose qui est une vraie préoccupation et qui nécessite la mise en place de ce que nous, pour la France, nous avons fait, ce que l'on appelle un dépistage. Et la France a choisi le dépistage individuel.
Donc, autant sur le cancer du sein, nous avons un dépistage automatique, autant sur le cancer de la prostate, le dépistage est de la responsabilité de l'homme de prendre soin de lui. Alors, dans cette considération, l'âge moyen de détection qu'on verra dans la diapositive suivante, normalement, si vous pouvez la remettre. Voilà, oui, c'est bon. Génial. Et donc, on a aujourd'hui 140 cas au total sur 1200 cancers détectés. On est à plus de 50 000 cas par an détectés. Et nous pourrions être largement en dessous de ce chiffre, tout simplement parce que c'est de dire, vous les hommes, à partir de... Non, si vous voulez remonter, vous les hommes, à partir de 50 ans, eh bien, pensez à mettre en place une surveillance. Elle est recommandée par la Haute Autorité de la Santé à partir de 45 ans, et elle l'est recommandée dans le sens où l'on aurait 2 générations de personnes touchées par un cancer de la prostate, mon père, mon grand-père. Et on commence à avoir ces informations, chose que l'on avait peu dans les années 50-60, qui maintenant, dans les années 2020, nous permettent de savoir si nos parents et grands-parents ont été touchés. Et c'est important, dans ce cas-là, de mettre en place ce dépistage dès 45 ans, sinon 50, et ce dépistage est la clé. Et ça permet une surveillance pour éviter, justement, pour prendre en soin tout de suite et mettre en place cette surveillance. On a, vous vous rendez compte, 634 000 hommes touchés actuellement dans la population française. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui sont touchées par un cancer de la prostate, qu'ils ont sur eux, avec des métastases ou sans, mais qui est sur leur prostate, et qu'ils ont traité et que l'on surveille pour suivre l'évolution, car c'est un cancer à développement lent, comme je le mets dans la ligne d'en dessous. 90% des cas, c'est un cancer unique, c'est-à-dire pas de métastase, et qui est à développement très lent. Et on se permet même, à partir de 75 ans, de cesser toute demande de dépistage. Dans ce sens, c'est que l'on a vu arriver depuis peu, alors quand je dis depuis peu, c'est 10-15 ans, largement, c'est que nous avons 10% des cancers de la prostate avec métastase qui vont se répandre sur les os, dans le bassin ou bien éventuellement dans les poumons. Et là, on a toute la recherche, et en consultant le site, par exemple, de l'Institut Gustave Roussy, tous les axes de recherche et beaucoup d'essais cliniques vont dans le sens de travailler sur les métastases, puisque les cancers ont tendance à devenir métastatiques. Donc, c'est pour ça qu'il est important de se signaler dès maintenant, de mettre en place ces dépistages. On voit bien cet âge moyen de détection à 68 ans qui est en train de se rajeunir, et donc un âge de 74 ans qui est un âge de décès moyen, qui lui commence à s'améliorer grâce aux bénéfices de la recherche et des actions qui sont menées, bien évidemment, et en même temps donc du profil du patient qui ne doit pas prendre le verdict du cancer de la prostate comme étant une fatalité, mais comme étant aussi un combat. Et donc, il peut aussi, dans son équilibre de vie, faire quelque chose et contribuer lui-même à résoudre son cancer de la prostate. Donc, en effet, après avoir abordé ces chiffres et d'en avoir abordé géographiquement, mondialement les choses, on peut passer à cette diapositive suivante qui est celle de dire « Messieurs, mesdames, en effet, où se trouve la prostate ?» Car là, on peut trouver plein de réponses. Bon, les chiffres par eux-mêmes, tels que vous les voyez présentés, sont quand même assez significatifs, mais vous laissent supposer de quoi l'on parle, mais quand même, le localiser précisément pour la prostate, c'est quelque chose de spécifique. C'est un organe qui est utile à la reproduction. Donc, il est bien évident que la fonction reproductive chez l'homme, par rapport à l'animal, même, c'est de bien comprendre que cet organe est donc appelé à vieillir. Et donc, dans son vieillissement, il a en effet moins d'interactions. Donc, pour revenir à mon schéma, nous avons, pour revenir à la reproduction même, le testicule qui va envoyer des spermatozoïdes dans le canal séminal qui est le numéro 5. Et le numéro 2, lui, est la vésicule séminale qui, elle, va accueillir ces spermatozoïdes dans un liquide qui s'appelle le sperme. Et donc, dans le cadre de la reproduction, la prostate, qui est le numéro 3,
va donc servir à compresser et donc faire sortir par le canal urinaire le 4 dans la verge numéro 6 et va donc servir à la reproduction, à l'éjection du sperme. Donc le 1 est la vessie et on se rend compte que la prostate est donc juste en dessous et isolée par un film, en quelque sorte, elle est bien isolée par rapport à la vessie. Donc, ça veut dire que souvent on pose la question du cancer colorectal, qui est un autre domaine, qui est à un autre endroit. Mais c'est pour ça qu'en effet, l'un ne concerne pas nécessairement l'autre, et l'on peut avoir les deux malheureusement. Donc là, en effet, la prostate, c'est le 4, elle se trouve sous la vessie, elle vieillit, et sous la vessie se trouve le sphincter de la vessie, qui, elle, vieillit et qui elle-même est l'objet des troubles urinaires, et donc des fréquences de mission, et donc des fréquences urinaires en même temps. Donc, c'est la raison pour laquelle ce sphincter qui vieillit aux côtés de la prostate, qui est vraiment entre le 1 et le 3, eh bien, en effet, génère ce trouble qui n'a pas besoin d'être là non plus. Et le vieillissement en même temps de cet organe, qu'est la prostate, peut amener des dysfonctionnements érectiles. Mais c'est un vieillissement. Donc après, c'est simplement le fait de comprendre qu'on dissocie bien d'un côté la partie prostatique pour vraiment faire ce dépistage d'un côté et voir s'il y a une tumeur, et de l'autre côté, on gère à la fois les troubles sexuels ou les troubles urinaires d'une autre façon. Bien évidemment, quand on arrive au cancer de la prostate et aux traitements qui existent, il va y avoir nécessairement un impact sur l'ensemble, cette fois-ci, des troubles sexuels et des troubles urinaires. Ils peuvent être pérennes, ils peuvent être pas nécessairement à s'aggraver, ils peuvent être stables, mais en effet, en cas d'aggravation, souvent, eh bien, c'est là où aussi les hommes restent silencieux, les problèmes d'érection, les fréquences urinaires, le fait de ne pas pouvoir se retenir sont des diminutions physiques sur lesquelles les hommes ont du mal à parler et à partager. Donc c'est tout l'intérêt pour cela d'avoir cette connaissance à la fois géographique et de ne pas mélanger et de ne pas faire cet amalgame des troubles sexuels, des troubles urinaires et du cancer de la prostate. Il faut bien séparer les deux. Du coup, vous avez précisé que ce cancer est à développement lent, mais du coup, comment s'en prémunir? Alors, pour s'en prémunir, déjà sur l'origine des cancers d'une manière générale, du fait du vieillissement, on se rend compte qu'on a aussi nous-mêmes notre propre vie et notre propre rythme et histoire. Quand on arrive au cancer de la prostate à la veille de ses 50 ans, où l'on va mettre en place ce dépistage, c'est vrai qu'aujourd'hui, scientifiquement, il est prouvé de l'impact de l'alcool et du tabac sur le développement des cancers. Bien évidemment, on ne peut pas dire que c'est l'impact du tabac qui va avoir un impact sur le cancer de la prostate. Il est avéré pour le cancer du poumon, il n'est pas avéré pour le cancer de la prostate. Mais ces deux facteurs-là sont des facteurs qui rendent le terrain favorable au développement des cellules cancéreuses. D'autre part, viennent en même temps le fait d'avoir une alimentation et une activité. Donc, une activité physique, parce que l'alimentation, elle aussi, est un point important pour pouvoir se trouver dans une variété, une diversité, et de pouvoir ne pas rester non plus dans un absolutisme anti-sucre ou un absolutisme super-curcuma pour pouvoir dire « je vais me prémunir contre le cancer ». C'est simplement le fait d'avoir à la fois une alimentation plus saine, avec des fruits et des légumes frais, et de préférence et accommodés et variés. Et de l'autre côté, il faut avoir une activité physique régulière. L'Organisation mondiale de la santé parle de 45 minutes par jour, 30 à 45 minutes sur lesquelles on doit faire un petit peu d'effort. Et c'est vrai qu'on se dit, plutôt que de prendre le transport en commun, prenez la station suivante, marchez un peu plus. Et ce sont l'addition de ces petits gestes. Souvent, pour les gens, leur dire 45 minutes, mais je n'ai pas le temps dans ma journée, comment je vais faire mes 45 minutes? Mais l'addition de descendre ou de monter les escaliers au travail, l'addition de sortir la station d'avant ou de monter dans celle d'après, sont des éléments qui vont favoriser le fait de pouvoir avoir une activité physique régulière. Et c'est ça qui nous permet d'avoir une vision
je dirais, de quelque chose de plus sain et de moins propice à l'épanouissement d'un cancer. C'est pour ça que ce dépistage est la clé et que c'est plus on a des antécédents, plus il faut raccourcir ce délai de surveillance de façon à être clair. Il faut avoir une situation à un instant donné et justement, dans mon avant-dernière ligne, aucune certitude dans tous les cas sur le PSA. Parce qu'on se rend compte qu'on a même des cancers avec un PSA inférieur à 4, qui était le chiffre référence sur ce prostatique spécifique antigène en anglais. Donc, c'est un antigène fabriqué par la prostate dans un contexte bien précis. Par exemple, vous faites 45 minutes de vélo, vous avez généré là aussi du PSA, mais dans le cadre d'un cancer de la prostate, vous générez ce même PSA. Donc, on mesurait par rapport au PSA en disant s'il passe à 40, 50, 70, 80 et pire. C'est simplement un indicateur, mais ça n'est pas le seul, car le vrai aussi, qui permet véritablement d'avoir une situation à un instant donné, c'est le toucher rectal. Et faire un PSA sans toucher rectal, c'est inutile. La première clé, c'est de voir avec son médecin traitant. Et le médecin traitant est mon meilleur allié. Et c'est grâce à lui que je pourrais avoir, grâce à un toucher rectal, une situation. Si lui-même émet des doutes ou simplement veut un avis plus poussé par un collègue spécialiste, en effet, c'est l'urologue qui viendra. Et souvent, l'urologue viendra compléter, notamment sur les troubles urinaires. Donc, on a affaire là à quelque chose où il faut être très clair. Le PSA ne suffit pas, ne jamais se satisfaire d'un chiffre même d'un PSA, et qu'il faut passer par ce toucher rectal de façon à ce qu'on puisse sentir la sensibilité de cette prostate et voir si sa dureté ou certaines parties molles permettent de savoir son état physique pour de vrai. Donc ça, c'est vraiment la clé pour véritablement mettre en place ce dépistage, cette surveillance. Même la haute autorité de la santé propose 2 ans. Donc, en 2 ans, les choses sont présentées, proposées, de façon à ce qu'on puisse voir déjà en 2 ans, tous les 2 ans, puisque c'est un cancer à développement lent, d'avoir une situation plus claire. Bien entendu, et c'est là l'intérêt de ma dernière ligne, les soupçons peuvent se faire avec de l'imagerie, ils peuvent être tout de suite contrecarrés par de l'imagerie pour avoir des certitudes. Pour quelqu'un qui a bien compris que les troubles urinaires et les troubles sexuels sont différents, sont vraiment fondamentalement différents du dépistage, il aura à cœur à un moment de réclamer une image. Et dans ce cas-là, elle sera soit un scanner, soit un IRM, éventuellement une biopsie, qui est là, cette fois-ci, j'allais dire fatale, puisque sur ces 12 points de prélèvement qui vont être effectués, là, cette fois-ci, on aura la vérité des choses sous 10 jours. Donc là, il n'y a pas de débat. Mais c'est là où véritablement on prend toutes les mesures pour pouvoir vraiment se prendre en main, car, je le rappelle, c'est un dépistage individuel. Et demander à un homme de s'occuper de soi, eh bien parfois, déjà il est silencieux, et s'occuper de soi, ce n'est pas non plus son habitude. Il se consacre à son jardin, au bricolage, à sa famille, à ses loisirs, à son épouse, à plein de choses, mais s'occuper de lui en tant que lui-même pour dire je téléphone, j'appelle un médecin et je mets un dépistage en place à partir de 50 ans, ça n'est pas quelque chose d'acté. Et ça l'est d'autant moins s'il ignore qu'il existe une prostate chez lui. Alors, tout à l'heure, vous allez parler de PSA. Comment on le mesure, ce PSA, justement, parce que vous avez cité des chiffres. En fait, c'est un nombre c'est la proportion qu'il y a à l'intérieur de ce prostatique antigène, spécifique antigène, à l'intérieur de la prise de sang. Donc, on va faire une prise de sang et on va regarder la mesure, la quote-part qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est des unités de mesure qui sont, je veux dire, les leurs scientifiquement. Et c'est à partir de ce fameux chiffre 4 qu'à l'époque, on disait en dessous de 4, il n'y a rien à craindre. Et au-delà de 4, il faut commencer à mettre en place le dépistage. Et là, sur ce côté-là, notre expérience à la date d'aujourd'hui, 2022, nous permet de considérer que ça n'a plus cours. Aujourd'hui, on constate des cancers métastatiques qui ont évolué, qui sont déjà très importants, alors que la personne est passée d'un PSA de 1,69 à 1,73. Donc, et la personne a plus de 100 métastases. Donc, on ne peut plus s'arrêter au PSA. Ça y est, maintenant, c'est acquis dans le monde et des urologues et des oncologues.
Donc, on a bien compris PSA plus toucher rectal. Et à partir de quel âge? Alors, je reste toujours ferme sur le 45 ans si on a des antécédents, parce que dès qu'on a un père qui a un cancer de la prostate et qui n'en est pas que mort, ou qui est toujours vivant et qui l'a toujours, ou qui en est décédé, éventuellement, si on a une personne dans la famille de la même façon, mais sinon, c'est 50 ans indubitablement et obligatoirement, et avec une mise en place d'une surveillance tous les 2 ans, et plus rapprochée si l'on perçoit que son état de santé nécessite, par rapport à son exercice physique, la consommation d'alcool, de tabac. Et là, il faut absolument trouver la péréquation, mais c'est de la responsabilité de l'homme de prendre cette décision. Il est lui-même acteur de sa propre santé. Oui. On a bien compris. OK, donc quand on parle de cancer masculin, on a bien parlé de la prostate, effectivement. On va parler aussi du cancer du testicule. Du coup, quid de ce cancer et qui touche-t-il? Alors, donc là, cette fois-ci, dans le cancer du testicule, nous sommes dans un autre domaine qui est un domaine, comme on le voit, sur un ordre de grandeur de 2500 cas par an. Mais vous voyez, là, nous sommes dans un cas, ce qui est beaucoup mieux par rapport à 50 000 par an, mais dans ces 2500 cas, on arrive à trouver même que le monde médical ne va pas nécessairement penser, en cas de douleur au testicule, à ce cancer du testicule. Et c'est là où, en effet, soi-même, nous-mêmes, nous, entre 25 et 45 ans, qui est l'âge le plus probable d'avoir ce cancer du testicule, c'est véritablement de dire aux médecins, j'aimerais bien qu'on ait une vérification pour cela. Donc, c'est pour ça que c'est un effet de maturité, c'est un effet générationnel, puisque les anciens peuvent en parler aux jeunes en leur disant « Sache qu'il existe le cancer du testicule, c'est le premier cancer de l'homme jeune, il est en pleine croissance, il a 20 ans, il a 25 ans, il a 40 ans, il est en train de continuer sa vie et de poursuivre sa vie, et là, tout d'un coup, lui arrive cet accident, et cet accident passera, en cas de cancer du testicule, par l'ablation du testicule. » Alors, l'ablation ne va pas être le fait de découper le scrotum, la poche qui entoure le testicule, mais ça va être d'aller chercher ce testicule et à partir de là, de mettre à la place une prothèse. Et c'est là qu'en effet, je peux garantir un taux de survie forcément quasiment proche de 99%. Autant sur le cancer de la prostate avec l'effet métastatique, on est à 95% au-delà de 5 ans. Mais avec le métastatique, tu commences à toucher cette statistique, autant sur le cancer du testicule, on arrive véritablement à des chances de réussite. Et pour ça, il faut, par contre, pareil, imaginez, à 20 ans, 25 ans, on fait du sport ou on n'en fait pas, on a une activité professionnelle ou on a d'autres loisirs, et tout d'un coup, on se rend compte qu'on a une douleur, donc on l'affecte souvent à cette activité. Donc là, par contre, on est dans quelque chose qui fait que quel que soit le moment, à partir du moment où on perçoit cette douleur, la palpation devient obligatoire. Et c'est là où nous éveillons la population la plus jeune, dès l'âge de 18 ans, à penser à cette palpation. Parce que 2500, 2700 cas par an, en effet, ce n'est pas beaucoup, mais quand ça arrive, ça prend des proportions qui remontent très vite sur le canal du bas-ventre. Et parfois, c'est complété avec une chimiothérapie. Donc, ça veut dire que ça fait un véritable séisme, je dirais, d'une pleine croissance d'expansion de l'individu. Et tout d'un coup, là où tout ce que l'humain peut avoir aussi de désagréable à dire, t'as pas de couilles, t'es pas un mec. Et là, forcément, pour l'homme, c'est un séisme. Et une fois de plus, nous nous retrouvons dans le monde du silence. C'est-à-dire que c'est vrai, à ce jour, très fréquemment dans l'écoute que nous avons, on se rend compte que l'homme touché par le cancer du testicule n'en parle pas dans le cadre de son travail. Il a du mal encore à passer le cap. Et comprenez que s'il est célibataire, qu'il a envie d'avoir une vie, il faut quand même qu'il annonce à un moment à sa partenaire qu'il a eu ce cancer et qu'à partir de là, il faut bien qu'il lui annonce que le deuxième testicule est une prothèse. Donc, c'est véritablement toucher à la virilité, à la masculinité, et là, l'impact psychologique est très fort. Et c'est d'où l'intérêt de cette prothèse. C'est que l'on arrive à guérir et à soigner la personne de son cancer, donc
elle n'a plus rien. C'est-à-dire, ça, c'est pour ça, elle est débarrassée de ce cancer. Il y a un suivi, bien évidemment, qui est échelonné à l'issue des soins. Et à partir de là, il peut repartir de façon plus correcte et plus sensée dans sa tête, en se disant, bon, ben, physiquement, je ne ressens pas nécessairement le fait d'avoir vécu ces soins. Mais entre être capable de l'intérioriser et après de le verbaliser, notre société n'est pas plus prête. Et justement, cette prothèse, elle n'a qu'une visée esthétique? Elle n'a qu'une visée esthétique, elle n'a pas d'autre portée. Et donc, elle sert en fait au patient, à la personne touchée, à retrouver son équilibre pour pouvoir retrouver un équilibre de masculinité et de virilité. Et du coup, on parle du cancer du testicule ou il arrive parfois que ça touche les deux testicules? Alors, là, il faut être clair, c'est en effet pour l'instant extrêmement rare d'avoir les deux. C'est pour ça qu'on parle toujours du cancer du testicule, mais on ne parlera jamais du cancer des testicules, parce que ça arriverait, je le soulignerai, mais en effet, restons dans le masculin, un cas, et pour souligner aussi, ça veut dire que dans la mesure où il reste un testicule, il reste le fait de pouvoir garder sa capacité reproductive. Et parce que comprenez l'impact de la stérilité. Alors, après, chaque cas est un cas particulier. Chaque cas par rapport au traitement, au moment de détection, au moment des soins, au moment des chimiothérapies, à certains moments peuvent se dérouler des choses qui sont à la fois de l'évolution de la maladie et de l'évolution de l'individu. Et en effet, il convient de prendre des dispositions préalables de façon à pouvoir permettre à un homme de mettre des spermatozoïdes de côté, parce que si jamais sa fertilité est touchée, à titre d'assurance, mais en tout cas, il n'est pas touché dans sa fertilité tant qu'il a encore un testicule. Donc, en amont, on congèle effectivement. On peut procéder, la science est à l'écoute et la médecine est à l'écoute, tout particulièrement pour ce type de patient. Donc, vous avez parlé des moyens de détection, donc quels sont-ils? Alors, la détection, c'est clair que là, on approche enfin quelque chose dont on peut parler et dont on n'aurait pas nécessairement parlé auparavant. C'est que, en effet, la palpation est enfin devenue rentrée dans le langage commun. Et ça, c'est quelque chose qui est d'autant plus important parce que cette palpation, elle est simple, elle est ordinaire. On a comme une balle de ping-pong, on a comme une boule. Alors, j'essaye de mettre la souris d'ordinateur, mais c'est véritablement le côté lisse, le côté entièrement lisse qui va permettre, suite à ces douleurs abdominales et ces douleurs aux testicules, de permettre déjà de savoir si, avec ces 3 doigts sur lesquels on va balayer autour du scrotum, faire cette palpation et sentir une aspérité, un creux, une bosse, quelque chose. Si c'est entièrement lisse, il n'y a pas de souci. Alors, comme je le mets dans ma dernière ligne en bas, attention, juste au-dessus du testicule se trouvent des ganglions. Ces ganglions s'appellent l'épididyme et cette matière-là que l'on sent quand on touche le scrotum, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du testicule, donc ça ne rentre pas dans l'ordre de quelque chose qui se serait développé, gonflé au moment où on aurait eu ces douleurs. Donc ça, c'est vraiment 2 choses différentes. Il faut vraiment rester sur l'aspect testiculaire et qu'il soit lisse, entièrement lisse comme une balle de ping-pong. Donc ça, c'est important, et que de bien comprendre que ces douleurs ne sont pas liées, par exemple, au fait d'avoir fait un exercice. Et ce sont justement nos amis rugbyman qui, dans leurs activités physiques très fortes et sur lesquelles ils se donnent des coups partout durant le match, et même s'ils s'en protègent, c'est dans ce milieu-là que l'on a favorisé pour bien faire comprendre aussi que tous ces coups qu'ils pouvaient recevoir dans le cadre d'un match n'allaient pas nécessairement entraîner le cancer du testicule. Et donc, psychologiquement, ça permettait de dire, bon, j'ai des douleurs dans le bas-ventre, mais ça ne veut pas dire que j'ai un cancer du testicule. Et cette palpation leur permettait de pouvoir se dire, eh bien non, ce n'est pas ça que j'ai, mais ça n'empêche, par la palpation, d'être le point supplémentaire de contrôle. Donc, on évoque une fréquence, bien évidemment, et c'est quand même là le plus important de pouvoir se rendre compte qu'on a véritablement maintenant, aujourd'hui, le fait de pouvoir enfin parler de la palpation pour le faire et de le faire avec une fréquence.
Et vous, justement, il y a des conseils que vous pouvez donner justement sur cette fréquence? Alors, en effet, Sérum a travaillé sur ce sujet et on aurait bien voulu avoir une journée mondiale de la palpation. Ça peut être un sujet. Mais en tout cas, nous, c'est le 8, on dézippe, parce que le 8, ça fait un chiffre comme avec deux boules. Et à partir de là, quand on le met à l'horizontale, et donc on provoque un peu en disant le 8, on dézippe, c'est-à-dire on prend sa douche, on se sèche, et à partir de là, on peut faire une palpation. Et on commence à faire la palpation du premier testicule, et après, on fait la palpation du deuxième testicule. Donc, c'est pour ça qu'on dit le 8, on dézippe, et quand on prend sa douche, ça permet, dans ce cas-là, de penser à faire cette palpation, et donc d'y penser le 8 de chaque mois, et d'y être attentif, surtout quand on a des douleurs. Donc, la récurrence tous les mois, le 8 du mois. Oui, exactement, et c'est ce que nous favorisons. C'est notre préconisation. Très bien. C'est le message que l'on donne ce matin à nos internautes et aux personnes qui nous suivent. Donc, tout à l'heure, on a parlé qu'il était difficile, effectivement, pour les hommes d'en parler. Quelle réponse, quel accompagnement l'association Sérum propose-t-elle? Alors justement, c'est là où c'est l'image suivante. C'est qu'en effet, c'est là où le professeur Fizazi a constaté quand il a lancé cette association, qui aujourd'hui, dont il n'a plus la charge, mais qu'il a lancé et que nous poursuivons, la fin du cancer, le début de l'homme, c'est qu'il a constaté ce déficit et on reste dans une technique qui reste avec un numéro de téléphone. Donc, vous pouvez appeler, donc on a mis des cadres, bien entendu, du lundi 19h à 22h, mais vous pouvez laisser un message, on a l'habitude, on répond, même en dehors de ces heures, on écoute et on dialogue, bien évidemment, mais c'est une permanence pour dire, vous avez une permanence sur le cancer du testicule et cette permanence est tenue par des personnes qui sont des patients experts dans la matière du cancer du testicule. Donc, ce sont des gens qui ont vécu la même chose que vous. Et ça, c'est important pour un homme, car je le constate dans quasiment 80% des appels masculins, parce que j'ai aussi des appels féminins. Mais en tout cas, sur les appels masculins, il est clair que la plupart du temps, la personne veut savoir, mais vous avez eu quoi et comment ça s'est passé pour vous? Et il a besoin, parce que ça lui permet, derrière cette comparaison, de sentir lui-même comment il peut se prendre en charge et comment il peut l'envisager. Sur ProstÉcoute, c'est exactement la même démarche. C'est un autre numéro de téléphone et qui est à disposition. Et l'on se rend compte, là aussi, là par contre, il y a beaucoup plus d'aidants. Nous avons même des enfants de patients qui nous appellent. Mon papa me parle d'une prostatectomie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Il ne veut pas nous en parler, mais il nous l'a dit, parce qu'on lui a posé la question. Donc là, on se retrouve avec des personnes qui sont un peu désorientées, donc on est là pour pouvoir aider et expliquer en même temps comment le faire, comment ça se passe et comment dialoguer ensemble. Et le troisième numéro de téléphone, qui est le même que celui de TestÉcoute, c'est de pouvoir permettre, et c'est vraiment un point important, c'est que le monde médical utilise son propre langage. Orchidectomie, prostatectomie, adénome, adénocarcinome. Et tous ces mots-là ne permettent pas nécessairement au patient, qui est déjà troublé psychologiquement par l'anxiété d'un verdict, ou déjà troublé par l'anxiété du verdict qu'on lui annonçait de sa maladie, ou au moins de sa surveillance, ça lui permet d'avoir un autre avis, mais pas dans le sens un avis critique au premier avis qu'il a reçu, mais de l'avoir, réentendre la même chose, mais par quelqu'un d'autre avec d'autres mots. Et c'est ce qui se passe dans 95% des cas. C'est-à-dire que les oncologues, ce sont des oncologues qui décrochent au téléphone et donc qui parlent avec un patient, et donc sur lequel le patient, on va voir comment il maîtrise ce qu'il sait et ce qu'il comprend. Et l'oncologue va l'aider justement, s'il est largué, à se réaccrocher, à comprendre ce qui va lui être fait et lui répéter ce qui va se passer et lui expliquer. Et à celui qui est plus avancé dans la connaissance, eh bien, de lui donner en même temps des clés, des pistes, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur les soins de support, car comme souvent dans ces verdicts qui sont donnés sur ce cancer de la prostate, eh bien, pareil, le masculin veut rester seul et isolé et ne pas en parler, et pourtant il bénéficie de soins de support. Et ces soins de support, on les retrouve dans un site qui s'appelle La vie autour, et ça permet de faire comprendre aux patients
qu'il a plein de choses qui peuvent l'accompagner, être à ses côtés, et ce n'est pas nécessairement un psychologue ou un psychothérapeute, ça peut être un moniteur d'activité physique adaptée, parce que l'homme se trouve en situation de faiblesse, de fragilité physique pendant un temps, et il aimerait bien pouvoir continuer à faire quelque chose, ou éventuellement avoir des informations réglementaires, ou savoir comment se débrouiller avec son assistante sociale, ou comment ça se passe avec son travail. Tout ça, les soins de support en oncologie sont hyper importants pour pouvoir permettre à la personne de se recentrer et de maîtriser à nouveau son existence. Donc, on a mis effectivement dans le chat l'adresse de la vie autour. Sur les soins de support, donc vous avez parlé des démarches administratives, des activités effectivement telles que l'activité physique, le soutien psychologique. Qu'est-ce que ça peut recouvrir d'autre ? Alors, en fonction des catégories de soins support, ça va jusqu'à la sophrologie. Dans certains cas, on essaye le Reiki. Dans certains cas, on essaye dans différentes associations. Certaines essayent l'hypnose. Il y en a qui ont essayé du yoga aussi. Donc, on va sur différentes découvertes de ce qu'on appelle des médecines complémentaires et alternatives, mais qui sont pour certaines reconnues. Donc là, déjà, c'est les raisons pour lesquelles, dans certaines associations réputées nationalement, comme la Ligue contre le cancer, par exemple, on a des soins de support qui correspondent à ce que l'Institut national du cancer a bien répertorié en tant que tel. Et par exemple, la sophrologie fait partie des soins de support et qui sont... je dirais, qui permettent aux patients de bouger ses zones de confort. Il a en effet d'un côté vécu là une adaptation à un verdict qui lui a été donné et des soins sur lesquels qu'on va mettre en place, que ce soit de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Et à partir de là, les soins de support comme la sophrologie peuvent être quelque chose qui lui apporte un réconfort, une concentration par rapport à lui-même, le fait de se recentrer. Et c'est vrai que l'homme agit beaucoup par activité extérieure, que ce soit bricolage, jardin et autres, mais le fait de pouvoir se recentrer sur lui-même et se concentrer pour se sentir en paix avec lui-même, là aussi, c'est quelque chose d'important. Et la sophrologie, par exemple, est un des supports qui existent à ce jour. Et il y en a plein d'autres. Et c'est pour ça que j'invite à découvrir la vie autour en même temps et de revoir à chaque fois, si par exemple, pour les patients qui sont touchés, en même temps de demander s'il y a des soins supports qui existent ou sinon de connaître, par exemple, d'aller à la Ligue contre le cancer, par exemple, entre autres, pour pouvoir voir quels sont les soins de support qui sont proposés en même temps. Donc, Karine, Christophe, excusez-moi, j'ai deux questions, dans les chats. Oui. Une question pour les centres d'écoute. Est-ce qu'on peut téléphoner sans être encore diagnostiqué? Est-ce que ça concerne uniquement le patient? Et si on a un doute, est-ce qu'on peut appeler ces centres d'écoute? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'était pas une question, c'était une interrogation. On a eu sur Facebook une remarque plutôt qui était que souvent les hommes n'osent pas, ils sont d'accord pour faire le PSA, mais ont du mal avec le toucher rectal. D'accord. Voilà. Alors, je vais revenir sur donc, la première question. En effet, le centre d'écoute est fait pas exclusivement pour les patients touchés par un cancer de la prostate. Tout ce qui concerne la prévention fait partie de l'objectif clair de l'association. Et donc là, on fait de la sensibilisation. Et donc, il est clair que nous sommes complètement à l'écoute des personnes qui ont des questions, qui se posent des questions sur la prévention et sur le dépistage. Donc, tout ce qui est en amont, toutes les questions sont les bienvenues et sans tabou. Donc, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Sur la deuxième question, c'est évident. C'est évident que l'homme a un frein, à savoir que, en effet, un intervenant extérieur qui va mettre un gant en caoutchouc, qui va mettre un gel confortable pour permettre de faire à partir d'une pénétration dans l'anus le fait de toucher cette prostate n'est pas en soi un acte douloureux. Mais en effet, psychologiquement, peut être un acte sur lequel, une fois de plus, les tabous de la société, là encore, avec des expressions que je ne veux pas non plus donner
je dirais, à l'antenne, mais on comprend bien que cette pénétration va toucher sa virilité et sa puissance d'homme, et pourtant, c'est une question de vie ou de mort. C'est tout simplement le fait, je m'occupe de moi et j'accepte dans ce cas-là que l'on me fasse cet acte. Et si j'accepte que l'on me fasse cet acte qui n'est pas douloureux, qui est fait par le médecin traitant de façon agréable dans une position confortable sur sa table d'auscultation, ou par un urologue, ça ne pose aucune difficulté. Mais ce toucher rectal est indispensable. Ce n'est pas une imagerie qui va me le donner. Ce n'est pas une imagerie qui va me donner la consistance. C'est ni un IRM ni un scanner qui va me donner la consistance de la prostate. La prostate peut aussi bien avoir la taille d'une cerise que d'une châtaigne que d'un abricot. Et quand on doit faire la palpation d'une prostate qui est de la taille d'un abricot, eh bien, ce n'est pas une imagerie qui va me donner la mollesse ou la dureté où se trouve justement cette bon sang de tumeur, ce bon sang d'adénome ou ce bon sang d'adénocarcinome. Donc, on a bien compris, le toucher rectal est l'examen essentiel en termes de dépistage. Juste tout à l'heure, vous parliez des soins de support. Qui les prescrit? Est-ce qu'ils sont prescrits? Alors, les soins de support sont justement, et c'est là que c'est merveilleux, c'est qu'il faut bien comprendre que c'est lié à du bénévolat, que c'est lié à des associations qui reçoivent des dons d'entreprises, des dons de particuliers, qui ont des actions militantes, qui font des concerts parfois pour recevoir des fonds. Et à partir de là, ces fonds sont versés pour pouvoir servir de support. J'ai une association que j'ai rencontrée récemment qui consacre 30 000 € de ses fonds sur les 100 000 € de son budget. Elle contracte 30 000 € de ses fonds à s'occuper de ses patients qui se sont inscrits à l'association pour pouvoir avoir de la réflexologie plantaire, avoir de la sophrologie, avoir du yoga, avoir du reiki et plein de choses, des entretiens avec des psys, donc de l'art-thérapie. Donc vous voyez, voilà, concrètement c'est ça, le fait de pouvoir avoir des soins de support qui vous apportent quelque chose et qui sont financés. Donc, en effet, l'argent ne tombe pas du ciel et ça coûte des fonds, mais ça permet à ces personnes d'en bénéficier. Ce jour, par exemple, au Centre Léon Bérard, qui a eu, pendant une certaine époque, pour des soins, le choix de faire de l'hypnose, pour tester l'hypnose sur ses patients, eh bien, faute de moyens, a été contraint d'arrêter les séances d'hypnose qu'elle mettait en place. D'où l'importance des dons. Et c'est ce que fait Sérum en disant versez à Sérum et nous aussi nous mettons en place aussi à la fois à la recherche et à la fois aux associations qui en ont besoin et à la promotion du dépistage et à la promotion de la palpation. Une autre question, quelle solution pour retrouver des érections après un cancer de la prostate? Alors, les érections ne sont pas toujours perdues. Et derrière cette question se pose, alors je vais la séparer en deux. En cas de prostatectomie, la prostatectomie va consister à retirer la prostate. Donc, à partir de là, en fonction de l'état de cette prostate, on peut toucher à côté ce que l'on appelle le nerf érectile. Parce que la propagation et l'endroit où se trouve la tumeur a pu, dans ce cas-là, entraîner en effet le besoin de pouvoir tout retirer. Et dans ce cas-là, le nerf érectile peut être touché. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, de ce que nous savons du monde médical et de ce que nous avons de la part de l'Association française des urologues et oncologues, on sait que globalement maintenant, enfin, le nerf érectile est pris en compte. Par exemple, dans les années 50, dans les années 30, je n'étais pas sûr qu'on fasse gaffe à ça. On faisait la prostatectomie et on était attentif à retirer la tumeur cancéreuse. Aujourd'hui, on y est très attentif. Donc, quand on peut avoir cet impact en termes d'érectile. La deuxième chose, hors prostatectomie, l'impact de la chimiothérapie, l'impact de soins radiothérapiques peut aussi provoquer, je dirais, une faiblesse et une fatigue. Donc, le dysfonctionnement érectile n'est pas exclusivement lié au monde de la sexualité, mais à l'aspect médical. Et là aussi, c'est très important, dans ce cas-là, devant ce déficit,
cette fois-ci, de reconquérir le périmètre de sexualité, pas seul, mais avec sa partenaire. Ça, c'est la clé. C'est-à-dire que ce dont on entend parler, en effet, médicaments, piqûres, et qui existent, ça va de soi, et que l'on teste, que l'on essaye, c'est une chose. Mais ce n'est pas simplement le fait que je vais prendre mon aspirine et que mon mal de tête va se dissiper. C'est le fait que je me serai reposé en même temps que j'ai pris mon médicament pour pouvoir me permettre d'aller mieux. Donc, psychologiquement aussi, il faut se mettre dans un état. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, avoir un besoin de rencontre avec un sexologue, seul ou à deux. Donc, en effet, il peut y avoir un impact. Et cet impact chez l'homme est d'autant plus puissant et d'autant plus important qu'il va cette fois-ci, s'il se recentre sur lui-même, redécouvrir son intimité personnelle, redécouvrir ce qui lui donnait plaisir ou ce qui lui faisait plaisir. Et donc de découvrir que ce qui donne et qui fait du plaisir n'est pas exclusivement une érection. Et s'il en vient à l'érection, bien évidemment, ça ne sera que mieux. Mais vous voyez que ce développement-là est quelque chose de complètement différent, beaucoup moins catégorique, beaucoup moins mathématique. Il est cette fois-ci complètement sur le plan humain et psychologique. Ça veut dire que une notion effectivement de soutien psychologique important. C'est la clé. C'est la clé. Et c'est pour ça que beaucoup de sexologues sont aussi à disposition et dans les soins de support. On a encore une question. Peut-on faire un lien entre cancer masculin et andropause? Alors, c'est vrai que ce sujet est un sujet clé. L'andropause n'existe pas. Donc, je vais là, malheureusement, peut-être heurter des... On parle de ménopause pour les femmes, mais on ne parle pas d'andropause pour les hommes. Alors, c'est là, je suis désolé de vous heurter, mais en tout cas, scientifiquement, en tout cas, pas du tout. Je peux comprendre qu'il y a un changement hormonal chez la femme qu'il n'y a pas chez l'homme. Donc, il n'y a pas de débat. Mais par contre, en effet, on s'aperçoit que sur cette même période, les hommes commencent à avoir en effet des dysfonctionnements érectiles, des troubles urinaires. Et donc, la capacité reproductive de l'homme, pareil, a un impact du fait de l'âge. Et donc, on peut comprendre qu'on la qualifie d'andropause pour dire, quelque part, recentre-toi sur toi-même, prends soin de toi maintenant. Et c'est pour ça que je fonce sur le dépistage et la mise en place d'une surveillance par rapport à la prostate. Et l'andropause, c'est pas un sujet en fait en soi, puisque à la base, ça n'existe pas. Et chacun vieillit en fonction de sa forme physique, de sa santé, de l'entretien de sa santé, de son alimentation dont je parlais tout à l'heure, en rappelant que l'alcool et le tabac ne sont pas nos meilleurs alliés. Donc, on peut parler en effet de dysfonctionnement, mais aussi derrière se rendre compte qu'on voit d'un côté, mais il faut voir tout le passé de l'autre, et que c'est la conséquence du passé aussi. Donc, cette andropause, elle est cette espèce de période chez l'homme, dans le masculin, où il n'y a aucune modification hormonale, mais par contre sur lequel on se rend compte qu'on paye le poids et les conséquences, je dirais, de nos années de style de vie. D'accord. Encore une question. Qu'en est-il du rôle des perturbateurs endocriniens dans la survenue de ce type de cancer? Attendez, excusez-moi, vous pouvez répéter. Pardon. Qu'en est-il du rôle des perturbateurs endocriniens? On est sur la santé environnementale dans la survenue de ce type de cancer. Alors, c'est là où, en effet, on arrive très vite à un sujet qui commence à émerger et qui est très important. Il n'est pas à prendre à la légère. Néanmoins, son rôle n'est pas encore suffisamment déterminant. C'est là où je parlais un peu d'autres courants de pensée américains sur lesquels, entre autres, on essaye de trouver l'origine du cancer. Et l'un des premiers pionniers, et on peut lui rendre hommage, c'est David Servan-Schreiber, qui avait remarqué chez la population japonaise, notamment pour les femmes, pour le cancer du sein, eh bien, quand elle était à Tokyo, elle n'avait pas de cancer du sein, mais quand elle était à Washington, elle avait un cancer du sein. Donc, on voyait bien que style de vie, mode de vie, environnement, industriel, par exemple, pollution, stress au travail. Alimentation. Et donc, sur lequel on est venu très vite sur les produits qui nous environnent, la peinture que nous avons mis dans notre maison, les vêtements que nous portons,
les biberons qui sont faits dans une matière d'une certaine façon. Et là, cette fois-ci, on a commencé à se rendre compte que certains produits, on avait fait sans doute des économies d'échelle dans la fabrication, mais par contre, on ne s'était pas rendu compte de la portée qui pouvait être visible sur l'être humain. Et là, cela commence à percer. Donc, on a un effet de multiplicité des cas, mais on n'a pas encore fait ressortir la notion que ces perturbateurs endocriniens, dont maintenant on a une définition, maintenant ils existent, dont maintenant on cherche à prouver l'impact sur le corps humain, sont d'autant plus ténus et difficiles, mais sur lesquels on n'a, entre guillemets, que des soupçons. C'est comme un peu cette université québécoise qui parle d'alimentation et qui parle du curcuma comme étant le véritable anti-inflammatoire, qui a montré ses preuves sur des animaux et qui a montré ses preuves dans des boîtes de pétri, et qui aujourd'hui sur l'aspect humain, sur l'aspect des individus, on n'a pas la preuve réelle que le curcuma a des aspects anti-inflammatoires réels. Et donc, sur le perturbateur endocrinien, nous en sommes sur ces mêmes points. On peut le constater par rapport à certains individus, mais c'est très rare et ce ne sont que des soupçons. Et souvent, ce sont aussi le fruit d'études par rapport à des sociétés commerciales qui ont besoin de prouver que leur produit est bon. Oui, donc il faut que ça soit encore scientifiquement prouvé. On est encore dans un déficit scientifique en la matière. Exactement, une randomisation, une preuve à l'aveugle, et à partir de là, on est en effet dans une véritable preuve scientifique. Mais donc, il ne faut pas se prendre la tête non plus avec ces soupçons. Encore une question. Est-ce une idée reçue que de penser que les sous-vêtements trop serrés peuvent être un facteur de risque donc? Alors ça aussi, en effet, il est clair qu'il faut que le sang circule. Et en effet, le fait de pouvoir stranguler par les matières élastiques qui aujourd'hui sont utilisées en stretching, qui avant n'étaient que sur une bande élastique et qui maintenant peuvent être un tissu complet quand on voit ces jeans slim, ultra slim, pour être encore plus précis, et qui me vient à l'esprit, il faut bien comprendre qu'il faut laisser le sang circuler dans le corps humain. Et ça, c'est d'autant plus important parce que le corps respire, il retient de l'eau parce qu'il en a besoin, il éjecte cette eau parce qu'il en a besoin. Et donc, c'est vrai qu'il est plutôt préférable d'éviter de se stranguler et d'utiliser des produits qui serrent. Donc ça, c'est vraiment la principale préconisation qui est donnée parce que, en effet, notre corps humain a besoin d'avoir ces souplesses. Mais écoutez, je pense qu'on a écumé l'ensemble des questions. Monsieur Satek, en synthèse, si les auditeurs devaient retenir une ou deux informations. Alors, si on va mettre cette fois-ci la dernière diapositive, et en effet, c'est là où il y a 3 points clés. La première, c'est de comprendre. Et on se rend compte que c'est la confusion des termes techniques, de la connaissance de l'anatomie, et que ces choses-là, c'est ce qui ne favorise pas pour l'homme, pour le masculin, de s'occuper de soi. Donc, en effet, on a parlé du toucher rectal tout à l'heure, et on s'aperçoit bien qu'il y a encore des choses sur lesquelles il faut admettre. Ça s'appelle l'acceptation. Et à partir de là, c'est de voir que c'est scientifiquement prouvé, que c'est quelque chose qui est utile, et c'est utile à soi. Donc souvent, ça oblige à avoir plus de vocabulaire, plus de connaissances de termes, et ça, il faut en effet mieux connaître son anatomie. La deuxième, c'est en effet, pour le testicule, le fait de comprendre que les douleurs testiculaires et du bas-ventre ne correspondent nécessairement pas à de l'activité, et donc que la palpation est la clé pour doubler le fait de ressentir des douleurs testiculaires, et de ne pas mélanger non plus le cancer de la prostate avec les problèmes urinaires et la sexualité. Et cette sexualité, elle est tout aussi importante, je ne l'ignore pas, elle a un impact, elle nous permet de nous épanouir, de nous sentir heureux avec tous les sérotonines et autres machins qui sont importants dans notre fonctionnement, mais dans notre cerveau, mais c'est simplement le fait que ça fait partie de l'existence. Et de l'autre côté, les troubles urinaires qui viennent aussi nous parasiter dans notre quotidien. Donc ça, ce sont deux choses, et il faut bien traiter ces problèmes urinaires d'un côté, et de l'autre côté, s'occuper de soi par un dépistage de 50 ans. Et enfin, c'est la prévention, c'est s'occuper de soi. C'est-à-dire, enfin pour le monde masculin, alors c'est lui qui doit maintenant, individuellement, et l'homme, il aime bien prendre tout seul ses décisions.
Il aime bien les prendre. Et bien cette fois-ci, qu'il prenne la décision tout seul de dire « je vais m'occuper de moi ». Et à partir de là, je mets en place ma palpation régulière, je mets en place mon dépistage individuel. Et à partir de là, d'une fois qu'il aura dit « moi grand, moi tout seul, moi je peux le faire », eh bien à partir de là, il va dans l'intérêt de sa santé. Très bien. Donc, encore une question? Est-ce vrai que la prostate grossit avec l'âge et par conséquence que la production de PSA aussi? Alors, la grosseur de la prostate, oui, quand on est bébé, forcément, c'est le noyau de la cerise. Hein. Quand on grandit, ça devient de la taille de la cerise. Et en effet, ça peut aller jusqu'à une orange, hein, pour vous donner un ordre d'idée de grandeur. Et là, en effet, c'est fondamentalement, il faut bien s'en occuper. Donc, en effet, la prostate grossit, mais ce n'est pas systématique et ça ne veut pas dire que grossir est un signe de danger. Et voilà, ça, sont deux choses à bien décorréler. Et la fabrication, je le rappelle, du PSA n'est liée que exclusivement au fait que les cellules cancéreuses, en se présentant sur la prostate, vont faire générer ce PSA. Et à partir de là, quand on va faire la prise de sang, on va voir quelle est la quote-part. Donc, vous voyez bien que ça n'a aucun lien avec la grosseur. Et donc, à partir de là, ce PSA est un indicateur, mais n'est pas le seul. On l'a bien compris. Et ça ne veut pas dire que parce que j'ai une prostate comme une orange, je vais avoir un chiffre de 90 de PSA, et quand c'est comme une cerise, je vais avoir un chiffre de 2 comme PSA. C'est faux. Pas de lien. Ça n'a pas de rapport. Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de notre conférence. Nous vous remercions vraiment très chaleureusement pour la qualité et la clarté de votre intervention, Monsieur Swiatek. Merci. Si on devait effectivement repréciser à nos auditeurs quelques éléments, c'est surtout de ne pas oublier, pour le cancer du testicule, dès 15 ans, si on a des antécédents, et dès 20 ans, si on n'en a pas, le 8, on dézippe. On vous a mis dans le chat le petit film humoristique et on vous invite vraiment à le voir et on vous le renverra, y compris à l'issue de cette webconférence. Et puis, dans le cancer de la prostate, à partir de 45 ans, on se dépiste et on se dépiste tous les 2 ans. Voilà. Exactement. Sachez aussi qu'en cas de besoin, vous pouvez aller sur le site www.oxens.fr pour retrouver notre partenaire santé et retrouver effectivement des rendez-vous pour des professionnels de santé spécialistes et médecins généralistes si vous en avez besoin. Vous précisez aussi que Solimune Mutuelle de France vous accompagne à chaque âge et à chaque épreuve de la vie, même dans ces moments-là. Et à ce titre-là, elle vous propose une garantie prévoyance qui s'appelle Prévoir maladies redoutées. Malheureusement, ça s'appelle comme ça. Ce sont des maladies redoutées. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos conseillers dans les agences proches de chez vous ou en nous appelant au 0800 13 20 00. Voilà, le service prévention de Solimune Mutuelle de France vous remercie encore de votre participation et de votre fidélité. Nous espérons que le thème proposé a répondu à toutes vos attentes et à votre questionnement. Nous avons inscrit dans le chat le lien vers le questionnaire de satisfaction. Donc, nous vous invitons effectivement à positionner votre avis. C'est toujours important pour nous de connaître votre ressenti et vos impressions par rapport aux interventions que nous proposions. Et si vous le souhaitez, comme on vous l'a précisé, pour pouvoir voir et revoir cette conférence sur Facebook. Merci encore de votre participation. Merci, Monsieur Swiatek. À très bientôt pour d'autres thématiques santé. Et prenez soin de vous et prenez soin de votre matériel, messieurs, comme on a pu vous le préciser tout au long de cette webconférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. Merci de votre participation à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci.